présenter aujourd'hui comment optimiser les données afin qu'on ait une meilleure détection au niveau de notre SOC. On attend que l'anomalie au niveau du projecteur se règle, comme ça on a une présentation un peu plus claire. Je commencerai par me présenter, je suis Iman Bachan. Ça fait 10 ans que je suis sur l'industrie du SOC, MSSP et MDR, réponse aux incidents. Je suis certifiée SANS SOC Manager et on a cofondé avec Jamel Di, notre CTO, BlueSec. Ça fait 2 ans qu'on est sur le marché marocain, africain, européen et avec des clients aussi au Canada. On travaille sur des thématiques en relation avec le SOC, réponse aux incidents, formation sur ces piliers-là, et puis renforcer aussi la détection, que ce soit en termes de use case, en termes de couverture de mythe-attaque ou en termes de aussi renforcement des playbooks, technologie SOAR, etc. Donc je ne sais pas si ça va s'accélérer pour régler le problème du projecteur ou pas. Oui, on n'arrive pas à voir en fait. Non, c'est le visuel, c'est en fait décalé. Non, non, non. Exactement. Carrément. Non, non, je pense même la présentation. Non, 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 même la présentation d'avant, c'était comme ça. C'est quand vous avez fait le paramétrage du deuxième écran? Non, je pense que c'est au niveau de la... Attends, je vais faire écran déjà. Puis là, c'est bon là. Moi, je vais voir pour le deuxième écran. De quelle résolution sur le... Je vais vérifier tout de suite. Il y a des personnes normalement qui cherchaient, je sais pas, un autre projecteur ou après ils vont corriger. Il a marché sur la première nickel. La deuxième, il avait un souci. La deuxième, ça scintillait, mais la première, c'est nickel. Hein, la résolution. Ok, je vais vérifier la résolution. Je pense là c'est bon. Oui, oui, ouais, là c'est bon. Tu as raison. D'ailleurs, j'ai réduit la résolution de son vidéo. Ça dit que la résolution est c'est bon. Qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui débranche. Ouais. Ok. C'est bon. C'est bon. Merci pour votre patience. Donc, on démarre. Si tu peux mettre, s'il te plaît, un écran. On peut aller directement sur la présentation. Vas-y, passe. Merci. Donc, je disais, on est aujourd'hui présent avec notre partenaire sur le stand de B07, Blackbox, que je remercie d'ailleurs.
Et on est spécialisé vraiment sur les thématiques SOC, réponse aux incidents, threat intelligence et accompagnement sur la mise en place de ces thématiques-là. On est le seul prestataire de services aujourd'hui reconnu par le SOC CMM en tant qu'auditeur SOC, réponse aux incidents et CERT. Et on offre plein de services autour de ces thématiques-là. Donc, sans plus s'attarder, je vais vous inviter à participer aussi à cet atelier. Scanner le code pour participer à un premier sondage par rapport à l'état actuel de votre SOC. Est-ce que vous avez déjà un SOC établi, en réflexion ou pas encore? Tu peux, s'il te plaît, switcher sur le lien? Comme ça, on voit les résultats. C'est bon, vous avez la question affichée? Pas encore? Essayez. C'est bon? Alors, Jameldine, peux-tu faire visualiser les réponses? Donc, toujours en cours. On attend encore quelques secondes. Étude en cours, c'est bien. Donc, on a 63% jusque-là en cours de réflexion, 25% avec un SOC établi et 14% récemment acquis. En tout cas, je pense que le point commun entre les deux dernières catégories, et puis ça viendra pour la première catégorie, c'est comment avoir une détection pertinente, avoir moins de faux positifs et avoir plus de vrais positifs et ne pas manquer des incidents, ce qu'on appelle les vrais négatifs. Commençons du coup par une petite histoire. Je vous propose notre RSSI Omar qui va nous accompagner sur cette présentation-là. Omar intègre une société Finance Force qui est sur le secteur d'activité financier et il se retrouve en face de plusieurs défis, que ce soit en termes de suivi de détection des nouvelles menaces, que ce soit en termes d'exigences par rapport aux lois et réglementations qui régissent, en tout cas au niveau national, donc tout ce qui est loi 05-20 et j'en passe. Et puis aussi, par rapport au secteur financier, il y a beaucoup de normes, PCI DSS et autres, qui régissent un peu le secteur financier. Et du coup, face à tout ça, il a plusieurs mesures et exigences à respecter, notamment en termes de détection et en termes de réponse, en termes de centralisation des événements. Donc Omar décide de faire appel à des services SOC à mettre en place et du coup il prend comme service le premier fameux service de centralisation et conservation des données techniques utiles pour l'identification des incidents, que ce soit au niveau d'un SIEM ou d'une autre solution de détection. La détection, le service de détection et de signalement des alertes et des incidents susceptibles d'affecter un SI. Il prend aussi comme service sur le catalogue service le traitement des incidents ou l'accompagnement au traitement des alertes si jamais ça se produit. Et puis, développement et optimisation des cas d'usage qui vont permettre de détecter les potentielles alertes. En complément vient le maintien en condition opérationnelle des solutions SIEM, parce que qui dit intégration des sources de données dit maintenir l'opérabilité de ces sources-là et s'assurer que ça continue à générer des logs et ça continue à se traduire au niveau du SIEM ou en tout cas au niveau de la solution de sécurité de détection. Et finalement, l'enrichissement des règles de détection à travers les feeds de Threat Intelligence. Donc, il y a la partie enrichissement des alertes ou des use cases à travers les nouvelles use cases pour améliorer la détection, mais il y a aussi le trending en termes de menaces qui arrive presque chaque jour et auquel, au niveau du SOC, on est face à ce challenge-là de suivre l'actualité et l'implémenter, que ce soit au niveau des IOC ou autres techniques et tactiques,
pour suivre la tendance. Donc, face à ça, notre cher SSI se retrouve face à deux défis. Le premier défi, et je pense que les deux catégories qui ont répondu avoir déjà un SOC ou ils sont sur leur première année, ils ont un défi de réception de beaucoup d'alertes, dont la majorité sont des faux positifs. Levez la main si c'est le cas pour vous. Très bien. Omar, en tout cas, dans notre cas, il reçoit 120 alertes par jour. En tout cas, c'est généré au niveau de sa solution. 95% en moyenne, il s'agit de faux positifs. Et 5%, il s'agit d'alertes confirmées auxquelles l'équipe va suivre et traiter. Si on rentre dans le vif des 95% par rapport aux faux positifs, on a des use cases non significatifs par rapport au périmètre de Finance Force, qui est la société au niveau de laquelle travaille Omar. On n'a aucune optimisation, peu d'optimisation en tout cas des règles qui sont intégrées. Et puis, on a le manque de corrélation. Et sur le troisième point, ça je l'ai vu, en tout cas on l'a vu sur pas mal de contextes, il y a une alerte par scénario et on n'a pas de corrélation. Et en fait, si on travaille sur la corrélation pour regrouper plusieurs alertes qui émanent soit de la même source ou qui touchent la même destination, on peut corréler, avoir une seule alerte à traiter sur une durée à définir. Voilà, donc pourquoi on n'aime pas trop les faux positifs en tant que SOC analyste ou en tant que SOC tout simplement? Parce qu'en premier, ça génère beaucoup de travail pour les analystes et que ça leur fatigue. En fait, si on travaille uniquement, quotidiennement, 24/7 sur la majorité de faux positifs, on a ce qu'on appelle l'alerte fatigue, qui automatiquement va impacter le turnover des analystes. C'est connu en fait. Il y a un survey de SANS l'année passée qui a surligné le premier défi que rencontrent les SOC et les MSSP aujourd'hui, c'est le turnover des SOC analystes face aux écrans, ou ce qu'on appelle le niveau 1. Le deuxième impact des faux positifs qu'on a au niveau de, grâce à cause du coup des faux positifs, c'est en fait, si on a une règle ou un use case qui génère beaucoup de faux positifs, ça peut générer un vrai incident, mais puisqu'on a l'habitude de voir que des faux positifs émanant de cette alerte, on passera à côté. Du coup, voilà, ça peut générer aussi des vrais négatifs. Tu peux passer, s'il te plaît? Le deuxième défi auquel Omar est confronté, c'est les vrais négatifs qui ne sont pas détectés. En fait, il y a quelques mois, notre RSSI a reçu un appel de la part de l'administrateur disant qu'un serveur est infecté. Quand il prend contact avec les gens du SOC, ils n'ont rien détecté. Pourquoi? Parce que le serveur qui a été infecté n'était pas intégré au niveau du périmètre supervisé. Et dans ce cas-là, on est face à la problématique on a un SOC, on supervise, on implémente des use cases, mais on ne sait pas et on ne maîtrise pas quelle est la surface de menace ou la threat surface qui est supervisée, quels sont les risques et les scénarios qu'on supervise versus qu'est-ce qu'on ne couvre pas et la feuille de route pour les couvrir. Je peux passer ? Voilà, donc j'ai assez parlé des deux défis. Maintenant, à vous, si vous voulez scanner aussi le code pour le deuxième sondage. Tu peux le démarrer. Oui. Donc, à votre avis, si vous êtes à la place de Omar, quelle est la stratégie que vous allez adopter afin d'améliorer cette situation-là? Je rappelle, diminuer les faux positifs et être sûr par rapport aux vrais négatifs qui ne sont pas détectés au niveau des solutions de sécurité ou de détection. Je peux afficher? D'accord. On attend un peu.
Très bien. Donc, assez intéressant. Sur les deux stratégies, on avait proposé la première, collecter tous les journaux et flux et filtrer par la suite, au niveau ou lors de l'intégration de la solution ou du dispositif SOC. La deuxième stratégie, c'est de collecter le minimum et d'y aller progressivement jusqu'à couvrir l'ensemble du SI. Alors, on a 52% qui ont choisi la première stratégie et 48% qui ont choisi la deuxième stratégie. Juste pour vous rassurer, il n'y a pas de fausse ou bonne stratégie. Les deux stratégies sont usées, on les voit beaucoup sur plusieurs périmètres. Après, nous, on propose une troisième stratégie. Et je vais vous expliquer pourquoi, pardon, je parlais sans micro. Je vais vous expliquer pourquoi chaque stratégie, quel est l'impact de chaque stratégie et quelle est la bonne chose au niveau en fait, de chaque stratégie et pourquoi nous, on propose une troisième stratégie. Donc, pour les gens qui ont choisi la stratégie 2, il me semble, là où on va aller graduellement, on a toujours peur que ce n'est pas suffisant. Si on a un vélo et on souhaite aller à une autre ville, de Casa à Rabat, on risque de ne pas arriver à temps. Maintenant, pour les gens qui ont choisi la stratégie de mettre tout, ça risque de se déborder. Pourquoi? Parce que souvent les solutions SIEM sont facturées en fonction des EPS ou en fonction de la volumétrie des données, type Splunk, etc., ou QRadar qui facture en fonction ou qui licence en fonction de nombre d'EPS. Et bien du coup, EPS, plus pour être conforme par rapport aux exigences, on a au moins l'obligation d'avoir 6 mois de données en ligne, plus une année ou même plus dans d'autres contextes de données archivées. Et donc, en plus de la licence, on a aussi le coût qui se rajoute du stockage. Par contre, on peut aller avec une stratégie entre les deux, c'est de sélectionner au tout début quels sont les scénarios sur lesquels on est vraiment ou auxquels on est vraiment confronté en tant qu'industrie et en tant que géolocalisation, et puis rajouter les données associées à ces use cases-là ou à cet exercice de threat modeling, et par la suite rajouter les données d'audit, rajouter les données de conformité pour être dans le milieu. Je peux passer. Il y a un slide, tu as... Voilà, tu peux passer, tu as raison. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on propose comme approche? C'est de toujours commencer par le threat modeling. Je ne sais pas si vous avez dans vos intégrations de dispositifs SOC, que ce soit interne, externe ou hybride, avez déjà fait cet exercice-là. Ça consiste en quoi? Ça consiste en fait de récupérer l'exercice de risk analysis, d'analyse de risque, d'identifier les risques associés à l'industrie du client. Donc, dans le cas de finance, Force, c'est un secteur de finance. Et puis, par rapport à sa géolocalisation aussi, quelles sont les menaces qui peuvent cibler aujourd'hui le Maroc, par exemple? Donc, les threat actors, les identifier, par rapport à ce que publie Massert, quelles sont les dernières attaques qui ont eu lieu au niveau de tel et tel client, et d'essayer d'identifier cet exercice de threat modeling pour par la suite les traduire en use case à implémenter, et par rapport à ces use cases-là, identifier quelles sont les données qui enrichissent ces use cases. Et dans ce cas-là, on n'aura que les données associées au use case et on est sûr d'avoir implémenté des règles qui vont se déclencher parce que c'est associé au secteur d'activité et au contexte client, mais aussi avoir moins de faux positifs et détecter la majorité des menaces, parce qu'une couverture 100%, c'est quasi impossible. Donc pour commencer, voilà, on a parlé de la récupération du risque analysis, les résultats, les mapper par rapport aux menaces.
La deuxième étape qu'on va faire, c'est venir voir par rapport au monde quelles sont les dernières tendances en termes d'attaque et quelles sont les tactiques et techniques au niveau du Mitre, si vous êtes familier avec la plateforme. Donc, quelles sont les techniques et tactiques associées à ces attaques-là, par exemple APT38, j'ai dit n'importe quoi. Quelles sont les techniques utilisées dans cette attaque et par la suite, quelles sont les règles associées à ces techniques-là. Une fois que cet exercice-là est fait, on aura comme résultat au niveau du Mitre, et on recommande vraiment l'utilisation du Mitre parce qu'aujourd'hui, la majorité des solutions EDR, XDR et autres solutions de détection utilisent le Mitre. Et du coup, si on a au niveau du SOC une vision par rapport à notre avancement ou notre couverture au niveau du Mitre, on suivra aussi les autres solutions de détection. Donc on aura le résultat de qu'est-ce qui est couvert, par exemple en vert, qu'est-ce qu'on va couvrir par la suite en orange ou ce qu'on couvre partiellement, et qu'est-ce qui n'est pas aujourd'hui couvert et qu'on souhaite couvrir en rouge. Une fois que c'est fait, on va préparer ce qu'on appelle la bibliothèque de use case. Donc on va livrer un ensemble de use cases émanant de ces menaces identifiées, avec chaque use case, quelles sont les règles de détection qui sont comprises au niveau de cette use case-là, et quelles sont les sources de données, ce qui est important, les sources de données et les champs au niveau de ces sources de données-là qui vont permettre de déclencher cette potentielle alerte. Deux cas, pourquoi c'est très important, ça paraît peut-être comme un exercice lourd qui va se rajouter avant de mettre le SOC à Pandranine suite au déclenchement des use cases prédéfinis au niveau du SIEM. Pourquoi on a besoin de faire ce threat modeling? Parce qu'il y a des use cases, si on n'intègre pas les champs et les données spécifiques, ils ne vont pas être déclenchés nativement. Je prends un exemple, la détection de lateral movement ou du mouvement latéral. Certes, on va intégrer les données ou les logs émanant des Active Directory, mais si on ne spécifie pas quelques logs spécialement, ça ne va jamais être détecté, même si on a un use case de détection de lateral movement. Un autre scénario, c'est l'exfiltration aussi de données. On peut avoir aussi des solutions de DLP, mais grâce aussi au use case au niveau du SIEM, on peut faire des filtres et des champs spécifiques pour détecter ce genre d'attaque. Alors, la dernière étape de notre approche, c'est le test et optimisation. Il est nécessaire de tester les règles de corrélation intégrées avec un échantillon de données, voir si ça se déclenche, quand est-ce que ça se déclenche et quel est le nombre d'alertes que ça va être généré. Et puis, prioriser les règles pour les optimiser, les règles qui génèrent le plus de faux positifs afin que ça ne nuise pas le travail du SOC. Par la suite, comme c'est un travail continu, il faut continuer à enrichir la bibliothèque de use case initialement instaurée pour couvrir le maximum de scénarios au niveau du Mitre et continuer à suivre les tendances en termes d'attaque. Et finalement, ce qui est très très important que je souligne, c'est la supervision et le maintien en conditions opérationnelles des sources de données qui vont enrichir ces use cases-là. Parce que si on n'a pas les sources de données, même si les règles sont opérationnelles, on ne va pas pouvoir détecter. Bon, une synthèse de la démarche qu'on a proposée. On commence par identifier les menaces. Par la suite, les sources de données pour pouvoir détecter ces menaces-là. Les indicateurs ou les champs au niveau de ces sources-là pour identifier les attaques qu'on a ou les scénarios d'attaque qu'on a spécifiés. La conception vient par la suite, la conception des use cases et la préparation de la bibliothèque de use case. Tester et optimiser ou continuer à optimiser les règles pour avoir le moins de faux positifs et le plus de vrais positifs. Et finalement, continuer à améliorer notre détection ou nos use cases. Résultat, notre cher Omar RSSI est content parce que grâce à cette méthodologie, on est arrivé à diminuer le nombre de faux positifs. Ça lui a permis de répondre à une question très très importante que souvent lui pose le top management. Pourquoi on n'a pas détecté cette alerte, sachant qu'on a un service SOC?
pourquoi on n'est pas arrivé à détecter cette alerte et qu'il y a une source externe qui nous a notifié, ou des sources internes, mais pas le SOC. Et puis, ça lui a permis d'avoir une idée claire de ce qui est détecté ou ce qui est à intégrer par la suite comme feuille de route, soit au niveau du MITRE, soit au niveau d'un autre référentiel. Finalement, ce que je souhaiterais dire, c'est que le SOC, globalement, et la détection, c'est vraiment un voyage, pas une destination, comme on dit. C'est une phrase cliché, mais c'est vrai par rapport aux opérations. Ce n'est pas un projet qui se termine dans le temps, mais plutôt, voilà, il y a toujours de l'optimisation, nécessité d'optimisation, nécessité de suivre les tendances en termes d'actualité et de continuer à enrichir. On a entendu de SOC initialement, enfin, il y avait même avant le SOC, il y avait le NOC, mais le SOC initialement, puis Next Generation SOC, puis MDR, et ça continue à se développer. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'automatisation, de SOAR, de réponse active response ou la réponse automatique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du SOC. Et du coup, je vous souhaite très, très bon courage et n'hésitez pas à vous joindre à nous pour améliorer la détection. Je pense qu'on a un dernier slide. Non. Merci beaucoup pour votre patience. Et on passe aux questions si vous avez des questions ou souhaitez discuter un des points évoqués. Allez-y. Je vous ramène le micro. Ou pas besoin? Merci, merci pour la qualité de la présentation qui traverse des problématiques qu'on vit tous les jours. En fait, nous, on est en phase d'implémentation de toute la partie orchestration sur le SOR et tout ça. Là, on va bientôt passer à l'étape d'automatisation et je voudrais avoir votre avis sur la remédiation automatique de vécu, la remédiation automatique de vécu. Comme vous avez eu quand même à faire le tour de pas mal d'entreprises, comment est-ce qu'ils l'ont vécu, vu qu'on l'applique sur des plateformes qui ont des contraintes opérationnelles assez fortes, quoi. Merci. Dans l'automatisation. En fait, c'est un challenge de beaucoup de clients quand ils acquisent la solution SOAR. Et sur les slides commerciales, c'est très beau. On va automatiser 70% des... c'est ça? Ça vous parle? On va automatiser 70% des alertes qui sont générées. Vous aurez peut-être à traiter une vingtaine % et le 10%, peut-être que c'est uniquement des faux positifs. En réalité, qu'est-ce qu'on va permettre? Parce que la particularité aussi des sujets SOC et réponse aux incidents, c'est que c'est une collaboration entre le client et le prestataire. Et si jamais c'est un SOC interne, c'est une collaboration interne, mais en tout cas, je pense que c'est parmi les projets là où il y a le plus d'implication du côté client et ça continue dans le temps. C'est-à-dire que quand on finit le build du projet, ça ne finit pas parce qu'il y a le run, il y a la réception des alertes qu'on va avoir et ça ne finit jamais. Mais pour revenir à votre question, la question a été quel est le degré d'automatisation auquel on peut aller un périmètre ou un client avec une activité sensible, jusqu'à quel niveau? Tout dépend de votre volonté et à quel point vous maîtrisez. Par exemple, j'ai vu un contexte, je ne sais pas sur quel secteur d'activité vous êtes, mais sur le contexte, telco, ok. Donc, sur un contexte financier, c'est très, très, très difficile d'autoriser l'automatisation. Rien que ce matin, il y a un client qui me parlait d'automatisation qu'ils ont implémentée au niveau des solutions EDR pour la réponse. Et ils avaient un périmètre avec un serveur où il échangeait des CTF avec une banque. Et suite à une potentielle infection que le DR a détecté, il a bloqué le serveur. Et ça leur a fait
une demi-journée de blocage où le top management a râlé, etc. Parce que je ne veux pas comprendre en tant que manager pourquoi le technique me bloque l'activité. Donc, c'est pas aussi évident, désolé s'il y a des sales, mais c'est pas évident sur la partie automatisation. Après, il faut aussi le maximum qu'on a de scénarios du côté client. Par exemple, par rapport à ce cas-là, qu'est-ce que j'ai dit? Mais en fait, il fallait exclure dès le début l'automatisation de la réponse au niveau de ce serveur-là. Et c'est pourquoi il faut venir faire l'exercice de traitement de ligne et de classification de l'importance de chaque asset au niveau de notre SOC pour pouvoir enrichir l'ensemble des briques, que ce soit CM, SOAR, XDR ou autre. Comme ça, quand on passe de la détection à la réponse, on a au moins les données qui sont là pour permettre d'automatiser. Parce que si on automatise et que ça bloque, on va enlever l'ensemble des mécanismes d'automatisation. Ça vous est arrivé? Oui, c'est ce qui arrive généralement. J'espère que j'ai répondu. Oui. C'est exactement ça. C'est pourquoi j'ai choisi sur le XDR même de décorréler la partie serveur du déploiement poste de travail. Pour les serveurs? Tu as beaucoup plus de flexibilité. Et sur la partie XDR serveur et la partie automatisation des corrections, c'est SOAR. Exactement. Bon, après les serveurs, on peut classer, mais c'est vrai qu'au niveau de l'endpoint, si un employé s'arrête pendant 3 heures, il n'y aura pas le même impact que si au niveau d'un serveur qui est exposé, qui participe dans l'activité opérationnelle, s'arrête. D'autres questions? Merci à vous. Et si c'était une vraie attaque pour le blocage? Ça veut dire? Mais on a le SOC, on peut automatiser la détection. C'est-à-dire que c'est pourquoi on offre généralement des SOC 24/7. Après, les attaques techniques, on a ce qu'on appelle des précurseurs. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne, je fais référence beaucoup au secteur financier parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux. Je vous donne l'exemple d'une fraude. Une fraude bancaire, ça ne se produit pas du jour au lendemain. Il y avait une investigation auquel mon collègue avait participé, où 8 mois avant la fraude, il y avait des signes précurseurs. C'est-à-dire qu'il y avait l'infection via une attaque phishing, donc le premier vecteur d'attaque. La même infection sur plusieurs postes de travail, puis sur d'autres serveurs, puis l'action de lateral movement pour jumper au serveur, puis récupérer l'accès des admins à travers des keyloggers. Quand on a investigué, on a trouvé vraiment tous les mots de passe pendant 8 mois de keylogin avec des captures d'écran. L'attaque, techniquement, était vraiment très, très simple. Des keyloggers qui enregistraient toutes les inputs à travers le clavier, une fonction automatisée ou une tâche planifiée qui va envoyer chaque 5 minutes ce que le keylogger a enregistré à travers un Remote Access Trojan, un RAT. Et puis l'attaquant a su récupérer l'ensemble des formations, notamment l'accès à la base de données pour initier les transactions. Et ce qui était marrant au niveau de cette attaque-là, en fait, c'est que l'attaquant maîtrisait parfaitement les langages de Oracle Database, c'est-à-dire qu'on a retrouvé select, machin, from, machin, la table, et tout ça, il maîtrisait la solution de monétique que la banque utilisait à l'époque. Et du coup, pour revenir à votre question, il y avait déjà l'infection qu'on n'avait pas détectée. Pourquoi on n'avait pas détecté l'infection? Parce que peut-être que l'agent était désactivé au niveau du poste de travail, ou parce qu'on n'a pas intégré tout simplement la solution antivirale, ou ça a été intégré au début du projet où tout le monde était mobilisé lors de la première année du SOC, mais après on n'a pas maintenu en conditions opérationnelles les sources d'information. Avant même l'infection, il y a l'attaque de phishing. Donc pourquoi on n'a pas détecté l'attaque de phishing et tout? Donc sur les 8 mois, il y a plusieurs précurseurs avant que l'attaque se produise. Donc on a la couverture 24/7, ce qu'on n'automatise pas
au moins on automatise la détection. C'est-à-dire qu'on n'aille pas jusqu'à la réponse, mais sur les périmètres sensibles, on peut automatiser la détection. Et puis, essayer de renforcer, parce que si on a un périmètre sensible, on ne le traite pas de la même manière qu'un périmètre, je ne dirais pas qu'on pourrait négliger, mais qui est moins sensible. Ça répond à votre question? Oui, bien sûr. D'ailleurs, pardon, on a des stickers qu'on a ramenés pour les stickers lovers. Je vais les mettre... Donc, juste pour complément à votre question, donc, pour la partie détection et puis traitement des incidents, c'est possible aussi de l'automatiser. Ça fait gagner le temps. Mais au cas où notre maturité ne nous permet pas de répondre automatiquement à l'incident, il y a aujourd'hui des softwares qui permettent de donner un verdict à un administrateur ou bien un analyste ou bien au owner de chaque périmètre. Donc c'est lui qui va donner le verdict, quoi faire, à la solution, qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc soit il va recevoir un email, un SMS ou autre avec les résultats de l'automatisation de l'analyse, et puis il va envoyer le message soit de valider ou bien de négliger cet incident. Et puis c'est comme ça qu'il va arriver à, je dirais, automatiser la réponse, c'est semi-automatisé. Ouais. C'est vrai. Merci Jamel pour le complément. D'autres questions ou compléments d'informations aussi, parce qu'on continue à apprendre. C'est Omar. Si Omar, vous n'êtes pas le Omar qui souffre des faux positifs. C'est juste par rapport à l'automatisation et l'IA de manière générale. Aujourd'hui, d'après votre réponse, ça ne nous permet pas, en termes de maturité, de gérer un SOC de bout en bout. Et j'ai besoin de votre avis, ce n'est pas une question. Quand est-ce qu'aujourd'hui, on pourra éventuellement se dire qu'on a une nouvelle génération de SOC qui s'épaule sur de l'IA et qui nous permet aujourd'hui de gérer une alerte de bout en bout, de la détection jusqu'à donc, la remédiation, la qualification, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question qui revient souvent. D'ailleurs, j'avais un webinaire autour des métriques. Moi, j'aime bien les métriques et je pense que c'est une chose très, très importante à implémenter au niveau de chaque SOC ou autre, en tout cas, entité pour mesurer et améliorer. Mais pour répondre à votre question, ça revient beaucoup. Quand est-ce qu'on dirait que l'IA, par rapport à notre maturité nationale ou en tout cas régionale en Afrique, quand est-ce qu'on pourrait dire qu'on est prêt à intégrer l'IA? Moi, je dirais qu'on est prêt à l'intégrer partiellement sur les premières étapes de détection, enfin de gestion d'incidents sur le process, peut-être au niveau de la qualification. Jamel tout à l'heure parlait d'une première qualification pour semi-automatisé, donc on pourrait qualifier rapidement. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des softwares qui le font à travers quelques indicateurs. Ils vous affectent la catégorie de l'incident automatiquement. Suite à cet événement et cet événement, il s'agit d'un malware, vous confirmez ou pas. Est-ce que par rapport au clic de cet utilisateur, peut-être qu'il s'agit d'un phishing. Donc, je pense que déjà par rapport aux premières étapes du processus de gestion d'incident, on pourrait... Enfin, je pense qu'il y a moi j'ai vu des environnements qui intègrent déjà cette partie-là. Après, pour la réponse, je reviendrai à la même partie auquel j'ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pourrait automatiser au maximum avec les informations qu'on a. Parce que, encore une fois, le SOC, c'est vraiment un service très, très collaboratif avec les autres entités, que ce soit un SOC interne ou si c'est externe avec le client. Mais on a vraiment besoin de cette qualification et ces informations-là pour avoir la meilleure réponse. Sinon, si on automatise ou on intègre l'IA, mais que ça génère des faux positifs ou que ça déraille ou que ça bloque la productivité, je pense qu'on est, surtout en Afrique, on est un peu catégorique. On va éliminer la solution juste parce que ça a bloqué pendant un moment. Et on aura besoin de plus de temps pour rééduquer et faire intégrer encore l'IA que si dès le début on y était allé progressivement. Merci.
En tout cas, je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, nous sommes présents encore une fois avec Blackbox sur le stand B07. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre patience. Merci. Quelqu'un qui a écrit